Bienvenue au Polysécure, épisode spécial NordSec. Je suis avec Xavier. Comment vas-tu? Ça va très bien, Nicolas. Je te remercie. Oui, et peux-tu te présenter parce que c'est la première fois que j'ai le très grand privilège de t'avoir sur le podcast? Écoute, en quelques mots, j'ai 48 ans, je suis marié, j'ai 3 filles. Je travaille dans la cybersécurité depuis longtemps étant probablement 30 ans. J'ai monté des entreprises dans ce domaine. La dernière en date, c'est une entreprise qui s'appelle SecLab, que j'ai montée en 2011 et que j'ai vendue il y a 2 ans et demi. Que je suis en train de quitter pour aller monter une entreprise au Canada, au Québec, pour être précis. Au Québec même. On était censé enregistrer au NordSec. Tu as eu des soucis avec des tunnels de toute apparence qui ne se terminaient pas. Et je suis obligé de venir à Montpellier pour te coincer, pour t'attraper, pour enregistrer sur ta présentation que tu as faite au NordSec, qui laisse la place de la science-fiction dans comment l'avenir se définit réellement. Et on va le voir aussi en cyber parce que ça a des impacts quand même qui sont non négligeables. Et je vais te laisser commencer avec ça. Écoute, merci. Ah oui, effectivement, j'ai vu que je pouvais pas t'échapper. T'es quand même venu enregistrer chez moi à plusieurs milliers de kilomètres. Incroyable. Merci pour ça, bienvenue. Oui, je suis passionné de beaucoup de choses, mais la science-fiction, c'est une de ces choses. Certes, la cybersécurité aussi. Et j'ai voulu faire cette conférence parce que j'ai toujours lu, regardé, vécu beaucoup dans la SF, d'un côté, c'est très créatif. Voilà. Par ailleurs, j'ai construit une carrière dans la cyber, donc deux vies parallèles. Et un jour, j'ai un ami qui s'appelle Nicolas Mainvieille, qui est quelqu'un qui travaille beaucoup sur les imaginaires professionnellement, et qui notamment a animé pendant plusieurs années une équipe qui s'appelle la Red Team. Alors c'est la Red Team du ministère des Armées en France. Alors c'est pas une Red Team de pentester. Je sais que dans les auditeurs. Oui, c'est ça, il faut l'expliquer parce que ça a une qualification très particulière. Tu m'as confirmé que ma perception, c'est, je pense, il y a juste en France que cet exercice-là s'exécute. Fait que ça serait bien de partager qu'est-ce que l'exercice, parce qu'il n'est pas très loin de l'exercice de science-fiction. Oui, tout à fait. Oui, c'est la Red Team du ministère des Armées, donc qui est une initiative du ministère, est de créer une équipe de réflexion stratégique sur ce qu'est le futur, et en l'occurrence le futur de la guerre, le futur de la conflictualité. C'est-à-dire plein de sujets. C'est qu'est-ce qui pourrait déclencher des guerres et comment elles pourraient se passer. Donc c'est à la fois social, écologique, armement, voilà. Et pour faire ça, la particularité de cette équipe, c'est d'avoir, bien sûr, des militaires de carrière et des gens qui sont là du métier de la diplomatie et de la guerre, et des gens de la science-fiction, des auteurs de science-fiction, donc scénaristes de films, de séries, auteurs de livres, voilà. Ça, c'est coordonné, ça a été en tout cas pendant pas mal d'années coordonné par Nicolas. Donc oui, c'est un exercice effectivement que j'ai pas vu dans d'autres pays. Certains des ouvrages, pour les parties publiques, on peut lire certains des ouvrages, donc s'il y a des curieux, je vous invite à lire, c'est assez passionnant de voir ce que ces équipes mixtes d'auteurs de science-fiction et de militaires de carrière publient sur ce que pourrait être le futur de la conflictualité, et bien sûr dans le but, qui est le but de la France, c'est-à-dire de préserver les valeurs de la nation, avec la démocratie, l'égalité. C'est ça, et de préparer, c'est justement anticiper des problèmes potentiels et donc de préparer des moyens. Et c'est très intéressant d'utiliser la science-fiction justement pour être capable de se faire cette projection-là. Parce que je sais que d'autres pays, notamment les États-Unis, le font, mais c'est pas dans un contexte d'histoire, mais c'est dans un contexte un peu plus sec, où c'est des papiers d'analyse comme ça. Mais dans un contexte de science-fiction. Puis c'est intéressant parce que c'est aussi admettre que l'humain aime les histoires. Et on est un animal qui aime beaucoup, beaucoup les histoires. Et c'est la façon qu'on communique énormément. Donc, c'est d'arriver à boucler cette approche-là au lieu d'avoir une analyse sec. On a une analyse qui est romancée, mais qui est quand même appuyée par comme tu le mentionnes bien, des militaires de carrière qui ont toute la capacité et la connaissance pour
faire que le scénario, dans ce qui est diffusé publiquement, est réaliste, se peut pour de vrai, et plausible dans un avenir qui n'est pas si lointain, là. C'est exactement ça. Alors, je dirais que c'est en complément, hein, de l'analyse sec. Il y a quelque chose, je pense qu'on fait les autres métiers de la prospective comme d'autres pays et d'autres nations. Je dirais qu'il y a ça en plus, qui vient chercher, tu le dis, la science-fiction et ça met en relief deux choses. Et c'est de ça dont j'ai parlé pendant la conf. Mais euh, la première, c'est d'admettre que les autrices et auteurs de science-fiction sont des gens qui pensent l'avenir, ben, en tout cas mieux que personne, c'est juste leur métier. C'est-à-dire que donc ils pensent des avenirs, certains des avenirs possibles, d'autres non, mais en tout cas, on va dire que si c'était un sport de haut niveau, ils sont vraiment entraînés tous les jours. Ils ont un imaginaire qui est entraîné à penser des avenirs. Ça, c'est déjà reconnaître euh, une de leurs spécificités et compétences. Oui, puis ces auteurs-là, on le voit dans les films plus récents, notamment dans ce qu'on a parlé en off. Mais l'écriture de science-fiction, même l'histoire, a transcendé l'humanité depuis très très longtemps. Si on parle à des œuvres plus classiques comme Jules Verne pouvait écrire, par exemple, qui sont très drôles, mais qui demeurent, qui ont une source d'inspiration. Puis on peut remonter beaucoup, beaucoup plus loin dans l'histoire, tous les mythes, tout ce que les Grecs ont inventé avec les histoires, avec les dieux, c'est une projection de science-fiction en quelque sorte, même si à l'époque, c'était pas tout à fait selon cette perspective-là, mais aux yeux de maintenant, ce qu'on fait de la science-fiction, la mythologie grecque est notamment une façon de se projeter comme humain dans un avenir possible. Ouais, j'adore ce que tu dis et j'essaie de voir comment on pourrait décaler ce mot science-fiction et je vais revenir finalement à la notion d'imaginaire. Je crois les mots histoire racontée et imaginaire, voilà, c'est ça qui va lancer l'intention, lancer l'innovation, lancer parfois le progrès. Voilà, tu parles de Jules Verne, hein, bien sûr. Euh, Même si ça n'a probablement pas été le premier à écrire sur des voyages possibles vers la Lune, bah, je pense que toute personne qui a lu De la Terre à la Lune s'est projetée dans le fait que c'était possible de le faire. Et voir pour certains, ils se sont dit même je vais le faire. Et pour certains de ceux-là, ils l'ont fait. Et Oui, ça, voilà, je trouve ça fascinant. C'est de ça dont je parlais à Norsac. oui. Puis c'est intéressant d'amener sur le voyage sur la Lune parce qu'on retrouve même dans des œuvres qui ne sont pas qualifiées de science-fiction, notamment Tintin, qui approche la mission vers la Lune sur des bases de Jules Verne qui explore, mais explore de façon différente. Et étonnamment, les fusées de Tintin ne sont pas si loin des fusées qu'on utilise à l'heure actuelle. Donc, il y a cette contamination-là d'idées qu'on pourrait qualifier plus de science-fiction qui se retrouvent dans des œuvres qui sont moins appuyées sur la science-fiction. Tintin était pas tant dans la science-fiction, même si lui, c'est peut-être un monde parallèle qu'il voyait. Mais on l'a vu que littéralement dans ce genre de choses, d'explorer ou encore dans leur sous-marin qui est en forme de requin ou des choses qui sont plus légers, qui sont, malgré n'ont pas l'air d'être à la Star Trek ou à la Star Wars, qui est vraiment très typé science-fiction. On le retrouve quand même dans d'autres œuvres qu'on pourrait qualifier plus légères au niveau de la science-fiction, là. Ouais, bien sûr. Et puis, alors Tintin, certes, je vais pas défendre la thèse que Tintin est de la science-fiction, mais euh, en revanche, il y a quelque chose, tu vois, tu apportes quelque chose, c'est que là, il y a un imaginaire et il y a un imaginaire aussi pictural. C'est un Tintin, on arrive dans de la bande dessinée. Donc là, l'auteur, non seulement il a inventé un concept, mais il lui a donné une forme. Alors bon, certes, peut-être la fusée blanche et rouge, je sais pas quoi que tu il y en a peut-être. Mais en tout cas, il lui a donné une forme. Et il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui où si on se questionne, on peut retrouver une forme fictionnelle dans de la bande dessinée ou dans du dessin animé pour les plus récentes, puisque maintenant, voilà, aujourd'hui, on regarde tous les robots humanoïdes dessinés, quand on regarde les chiens robotiques, etc. Alors,
il y a 2 écoles. Soit on se dit: «Oui, si je devais faire un robot, je le ferais comme ça, donc tout le monde le fait comme ça, c'est normal». Puis il est humanoïde, il a une forme d'humain. Ouais. Heu, je trouve que ce qu'on voit sur ces robots, les écrans, les écrans pour le visage, les LED pour les yeux et cetera, ça ressemble quand même surtout beaucoup à ce qu'on a vu des droïdes dans les films. Voilà. Et c'est pas mal. En fait, c'est même très bien. C'est juste, c'est d'ailleurs le point que je montre, c'est dire qu'on est complètement, influencé par, nos imaginaires et notre imaginaire, et que si on remet ça à l'échelle d'une vie d'adulte, bah, en gros, pour refaire le parallèle, avec tout à l'heure, je te disais, j'adore la science-fiction, j'adore la cyber, c'est 2 mondes séparés et puis je t'ai parlé de la Red Team. Bah, Nicolas de la Red Team, c'est la personne qui m'a fait remarquer, «Mais Xavier, tes 2 mondes séparés, ils sont pas du tout séparés. En cyber, tu as développé quelque chose et tu as fait des produits, et cetera, bon, qui répondent à une question de ton film fétiche de ton enfance, qui est Wargames». Et de me montrer en fait que, quasiment même tout ce que j'ai fait en tant qu'ado et adulte dans la cyber, et ben aujourd'hui oui, j'ai fait le travail, parce qu'il m'a bien sûr il a piqué ma curiosité et ça a fini par me passionner. De me dire: «Ah mais oui, je retrouve, bah, bien sûr Wargames, Ghost in the Shell, je vais retrouver, des choses de Star Trek». Et en fait, heu, c'est aujourd'hui, je suis, voilà, content d'admettre et amusé que ce que je pensais être des idées géniales qui venaient, de mon esprit, brillant, sont en fait, des inspirations que j'ai depuis l'enfance. Et c'est des choses dans lesquelles j'ai baigné Ouais. et qui émergent et simplement, bah, j'ai je dirais l'âge de les réaliser. Ouais, ben c'est ça. Puis c'est un peu la démonstration que je faisais avec Tintin, le fait que Jules Verne a eu contaminé Hergé et en maintenant, c'est tout ça se contaminer. On se fait aussi également contaminer dans la façon qu'on aborde le monde par ces regards-là. Je veux dire, on a un livre de Goldorak chez toi où on enregistre. Il y a cet espace-là, cet imaginaire-là, dans cette façon avec le gros robot, les figures au point et tout ce qui tourne là-dessus. Et ça, ça devient dans notre monde réel. Tu as même été jusqu'à la réalisation telle quelle de ton film fétiche a mené à ce que tu as réalisé comme entreprise, ce que le produit que tu as créé et directement était un de ces produits-là. Moi, j'ai pas cette badge-là, mais par ailleurs, j'ai l'influence de ces œuvres-là qui m'ont bercé pendant l'enfance, l'adolescence, puis même la vie adulte. Là, j'ai pas arrêté de rêver. Puis c'est aussi un peu un autre axe, je crois, qui est un peu tristounet qu'on oublie en vieillissant, de continuer à rêver dans ces univers-là qui nous ont bercés et à quel point ils continuent à forger qui nous sommes et comment on va. Là. Ouais, mais je te rejoins complètement. Le, bon alors moi j'ai de la chance parce que, bien qu'adulte, je suis, très, relié à ces univers, à ces imaginaires et je suis, voilà, tout à fait capable de sérieux, et de fun et de, me délecter, soit de relire, de la SF, de revoir des films que j'ai adorés ou d'en découvrir. Parce qu'effectivement il y a une production, actuelle, aussi, qui est passionnante. Donc je baigne dedans et je crois que je trouve en tout cas qu'il y a un risque, à ne pas nourrir nos imaginaires d'adultes. Il y a un risque à être contaminé pour le coup par des imaginaires un petit peu tristounes, voire, négatifs, dépressifs. Et voilà, et ça, c'est une des choses, pour lesquelles, là, presque en termes à la fois d'innovation, de trajectoire de l'humanité, si on se pense très grand, ou tout simplement de santé mentale et de santé individuelle quand on revient à soi, bah, je trouve que c'est très intéressant de se repencher sur des imaginaires qui peuvent déboucher à des choses positives, équilibrées, et cetera. Effectivement, j'en parlais, sur la conf à NorthSec, je sais que je citais Ghost in the Shell, comme exemple. Alors quand je parle de Ghost in the Shell, je parle soit du manga original, soit de la série, de la première saison, qui s'appelle Standalone Complex. Mais pourquoi j'en parle? Parce que Ghost in the Shell, alors ça date de 2006 et déjà, voilà, j'invite tout le monde à voir cette saison parce qu'il y a des choses sur ce qu'on vit aujourd'hui,
et ce qu'on va peut-être probablement vivre plus tard. Là, on se dit, bah voilà, bravo, hein, 20 ans, et c'était spot on. Mais surtout, ce qui me frappe dans Ghost in the Shell, c'est que bah voilà, c'est futuriste, c'est japonais, il y a des cyborgs, voilà, donc on est dans un futur qu'on peut imaginer abrasif à la première lecture. Et en fait, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que la société est la même. Finalement, ça va. C'est-à-dire oui, il y a des robots, oui, il y a des cyborgs, il y a de l'IA, il y a des visioconférences. À l'époque, c'était vous. Euh, il y a plein de choses qui se passent. Mais finalement, les dynamiques, il y a des dynamiques relationnelles, même si les relations sont plus forcément que humain vers humain. Mais voilà, on trouve une société qui existe, qui vit, et au final, je trouve que ça, c'est optimiste. Voilà. Ben, il y a l'aspect optimiste, puis il y a largement du moyen optimiste. Ce qui me marque, puis en plus dans ce que tu dis, c'est le fait qu'on a un espace de liberté dans la science-fiction, d'aller explorer l'humain, comment l'humain est. Parce que c'est beaucoup dans ces espaces-là qu'on va retrouver. Ce qui m'avait beaucoup marqué de Star Trek dans mon adolescence, c'était ça, c'est d'explorer des sujets. Bon, Star Trek, on peut en des accords ou pas, mais il demeure, ça donnait un espace d'exploration quand même euh, rigide comme Star Wars aussi, qui était quand même assez rigide comme espace d'exploration. On avait, puis j'ai trouvé ça le fun parce que tu avais Farscape, qui est une autre série, et où l'espace d'exploration est moins normé, donc beaucoup plus dans l'humain, un peu comme tu mentionnes dans Ghost in the Shell. Donc, c'est capable d'explorer l'humain et de voir comment l'humain se positionne par rapport dans des situations hypothétiques, technologiques futures. Donc, ça donne cette liberté-là de voir autre chose, de faire d'autres choses, même de tester des voyages dans le temps, de tester des idées comme ça qui peut-être à l'actuel n'existent pas. Ouais. Les robots, à une époque, c'était improbable. Là, c'est probable. Donc, c'était cette exploration-là de voir comment on peut jouer avec, puis de cheminer, pour juste le plaisir intellectuel là, de le lire ou de le regarder, mais en même temps de voir comme source d'inspiration et peut-être bienveillante et sereine aussi. Là. Ouais, vraiment, pour, pour moi, pareil, quand tu dis ça, c'est les imaginaires. C'est la capacité à libérer l'imaginaire, les imaginations pour explorer. Et explorer, c'est on parlait de Farscape, à un moment, on prend un personnage et on le dédouble. Et là, voilà, et chacun de ces doubles incarne une particularité, l'une plus primitive, bestiale, l'une plus intelligente. Voilà, et on regarde ce qui se passe. On prend voilà, un personnage, deux personnages, et on échange leur conscience. Voilà, ça. Alors, on peut quelqu'un qui arriverait au milieu de l'épisode derrière nous et qui vient du monde réel, qu'est-ce que tu regardes, ça n'a aucun sens. Voilà, c'est dommage, mais en fait, ça fait ça avec beaucoup de choses. Hein. T'écoutes un morceau de musique, pop musique encore ça, mais peut-être un morceau de musique classique ou de jazz, quelqu'un qui arrive au milieu va se dire, mais c'est quoi ce bordel? Généralement, vaut mieux être là au début du morceau, avoir écouté l'intro et aller jusqu'à la fin. La science-fiction, c'est pareil, il faut prendre le temps de rentrer dedans. Il faut, il faut être volontaire. Hein. Il faut se dire, je vais m'asseoir, je vais lire, je vais m'asseoir, je vais regarder cet épisode. Mais une fois qu'on est dedans, là, on peut explorer grâce à l'imaginaire, qui est un outil magnifique, parce qu'on se projette dans des choses qui n'existent pas, pour parler de choses qui existent profondément. Ça, je trouve ça génial. Petite parenthèse de maths. Alors, si vous n'avez pas les maths, vous inquiétez pas, parce que je ne suis pas très fort en maths, donc ça peut être très long. Mais je me souviens un moment de ma vie où voilà, j'ai découvert les nombres complexes. Et ce moment de ma vie où, quand on me l'a expliqué, on dit bah voilà, hop, tu résous une équation, puis à un moment, tu arrives à voilà, le résultat de l'équation, c'est un carré, et ce carré est négatif. Et ça, on dit bah c'est pas possible, hein, voilà, parce qu'un carré ne peut pas être négatif dans les maths, c'est non. Un carré, c'est forcément positif. Alors, du coup, on a inventé un nombre qu'on va appeler i, et figure-toi que i carré, on dit que c'est égal à moins 1. Comme ça, on peut résoudre les équations qui étaient impossibles. Voilà. Je veux dire, à quoi ça sert? Parce que quand tu finis de résoudre l'équation impossible, des fois, tu retombes sur un truc qui existe dans le monde réel. Alors là, je me suis dit, les mathématiciens sont fous, mais géniaux. Tu résous une équation, tu arrives sur un truc, tu te dis, c'est pas possible. Du coup, tu inventes un nombre qui a une propriété qui n'existe pas. Tu te dis, bah, i carré égale moins 1. Boum, du coup, je peux continuer. Et à la fin, peut-être tu trouves quelque chose qui a une vraie existence dans le monde réel. Et pourquoi ça s'appelle i? Parce que c'est imaginaire. Et là,
voilà, je me dis, Mais c'est fou. on y arrive à faire ça. Même en mathématiques, c'est magique parce que puis j'aime l'approche que tu mets des mathématiques parce que c'est très carré, c'est très rigide, c'est très normé. Quand dans le réel, les mathématiques ne sont qu'une représentation du monde qui nous entoure et une façon de raconter une histoire avec un langage particulier qui arrive avec des notions comme le nombre imaginaire qui nous permet de sauter et donc d'arriver à une conclusion. Donc, la personne qui a fait ça s'est quand même servi de base science-fiction, imaginaire, d'aller réinventer quelque chose pour résoudre un problème dans lequel elle est rencontrée. Et la science-fiction est le véhicule par excellence pour être capable de nous projeter dans cet état d'imagination-là. Oui, j'aime beaucoup le mot projeter. C'est une manière pour alors l'auteur. Je ne suis pas moi-même auteur de science-fiction, mais j'imagine que l'auteur de science-fiction, pour lui, est vraiment une manière d'exprimer des choses qui justement seraient tellement complexes si on voulait l'écrire là. Donc on va le décaler et finalement l'invention même du monde, l'invention même de l'univers contribue de tout ce qu'il faut comprendre. Voilà. Et il va, je pense, cet auteur, grâce à la science-fiction et donc à la possibilité d'inventer tout n'importe quoi, il va être libre, plus libre de faire son message. Donc ça, c'est fabuleux. Et pour le lecteur ou le spectateur, ce que j'aime, c'est effectivement qu'on est projeté dans un univers. Il y a une forme d'expérience. Alors, c'est le cas aussi dans la littérature classique. On va lire Tolstoï, on est projeté. On est projeté dans une époque, dans des familles, dans un conflit. Ok, donc on est embarqué. Mais au final, dans la science-fiction, c'est que le voyage est plus long. C'est qu'on est projeté dans des mondes qui n'existent pas. Et on vit des choses d'autant plus incroyables. Et je trouve qu'en termes d'expérience vécue, alors, vous allez me dire, elle est vécue dans l'imaginaire. Oui, mais pour moi, elle est vécue. Voilà. Je trouve que l'expérience vécue par l'imaginaire dans la science-fiction, elle est tellement riche qu'on peut faire des découvertes incroyables, des gaps. Et pour moi, c'est probablement pour ça que je trouve que c'est en plus d'être un divertissement intéressant, c'est vraiment un outil parfois d'introspection, et puis parfois de projection, voire d'invention, d'innovation. Oui, je trouve ça intéressant parce que ça fait le lien, justement, l'imagination, cette capacité de se projeter dans un univers autre et donc de trouver des solutions puis là, ça refait un lien fort avec le nombre imaginaire. On a une solution qui est improbable, mais qui va trouver une solution malgré tout, dont on est capable de faire ce lien-là. Puis en tant qu'adulte, on perd cette capacité-là. Les enfants l'ont de façon exceptionnelle, cette capacité d'inventer des univers qui sont complètement ouf et qui nous permettent justement de vivre temporairement dans une réalité qui est mitoyenne à la nôtre, mais suffisamment intéressante et qu'on peut cultiver. Puis moi, comme adulte, j'essaie de cultiver un peu cette espèce d'esprit d'enfant, mais d'aller chercher parce que mes solutions aux problèmes que je rencontre dans mon quotidien sont inspirées d'éléments d'imagination. C'est justement d'arriver là, on rencontre un problème, si on se bute dessus, puis on n'est pas capable d'avancer, mais c'est justement qu'on n'est pas capable de projeter en dehors du problème ou de se reculer. Donc, se servir de son imagination, science-fiction, et aller plus loin. Et c'est là aussi, ça vient recontribuer à le fait. Dans ta présentation, tu avais le flip de Motorola qui est inspiré des outils de communication dans le Star Trek des années 60. Le premier, puis c'est repris parce que l'humain a des images qui sont à l'intérieur, qui sont capables d'être projetées comme ça, qui nous ramènent au réel et ça nous semble logique que ça suive comme ça. C'est fascinant, mais dans les années 60, ils ont imaginé ce genre de choses-là. Tintin a imaginé, pas Tintin, mais dans Tintin, la fusée qui est pas très loin des fusées qu'on voit maintenant, ont imaginé des choses qui ont inspiré les scientifiques pour nous amener. Donc, quand on est capable de se projeter comme un enfant dans ce monde imaginaire, on est capable de trouver des solutions qui sont innovantes, hein, beaucoup. Oui, tout à fait. Et c'est vrai, je prends l'exemple du StarTAC de Motorola, donc vous regarderez en ligne à quoi ça ressemble.
qui était un téléphone portable très, très, très populaire quand il est sorti. Et voilà, je crois qu'il est sorti en 96 et Star Trek en 66, donc il y a 30 ans tout pile. Et là, en plus, ça m'amuse parce que c'est quelque chose. C'était encore une fois, c'était avec Nicolas Mavieille qu'on en avait parlé et ça m'est resté. C'est-à-dire que, alors moi, je fabrique des produits électroniques, donc le design et d'usage est un truc qui est dans mon quotidien. Et c'est vrai que quand tu regardes le StarTAC comme téléphone, tu te dis, c'est bizarre. Pourquoi avoir fait une charnière? C'est-à-dire que typiquement, moi, en tant qu'électronicien, je vois une charnière, je vois le truc qui va casser. Et je me dis, les fils à l'intérieur, ça va être un enfer. C'est les deux choses auxquelles je pense. Je me dis, s'il vous plaît, pas de charnière. Bah si. Produit grand public, une charnière. Pourquoi? Parce que le communicateur de Star Trek, il s'ouvre en deux. Et alors, j'ai pas la réponse. Peut-être qu'il faudrait regarder des articles. Si on trouve les gens qui ont designé Star Trek, pourront dire peut-être oui, c'est parce que je me suis inspiré du communicateur de Star Trek. Ça, j'en suis pas sûr. Mais quand même, on sait que c'était des fans de Star Trek. Ça pour le coup, ils l'ont dit. La charnière, on ne sait pas si elle vient de là. Mais en tout cas, je trouve intéressant de me dire, on est tellement influencé par ce qu'on a vu que presque parfois on va le faire malgré le fait que ce soit pas le meilleur design. Mais en fait, on va penser l'objet comme on l'a toujours vu. En fait, si j'ai un téléphone cellulaire, il faut qu'il s'ouvre. Voilà. Depuis, on a évolué. Ben, ça devient un défi d'ingénierie, puis justement, comme de ton métier, ben là, tu es obligé de voir ça, puis tu es obligé de trouver une solution. Donc, ça a amené des innovations technologiques, parce que le fait, c'est pas un fil classique qui est utilisé. Ils ont inventé des nouvelles façons Voilà, la nappe qui passe dans la charnière. qui ne se brisera pas rapidement et qui va être capable de tolérer ça. Ce qui amène à des cellulaires maintenant qui sont les mêmes technologies où là, les écrans se plient. Oui, exactement. On a ce genre d'éléments-là qui a poursuivi et qui appuie les innovations qu'on a maintenant. Donc, ça a une continuité, ce moment-là où ils ont voulu réinventer ça. C'est-à-dire, là, j'ai un iPad devant moi et ce iPad-là est une représentation d'éléments de science-fiction où pendant le confinement, on faisait de la visio comme dans la science-fiction. Mais bien sûr. En fou. Puis le confinement, en ce sens-là, a exposé la population entière à un univers qui était encore pour plusieurs de la science-fiction dans lequel maintenant ils ont eu des événements familiaux à travers des écrans dans lesquels tout le monde était à distance puis personne n'était dans la même pièce puis qu'on est capable d'échanger des choses. Mais bien sûr, et ça c'est très très marrant. Et d'ailleurs, l'iPad et la visio, je vais encore citer Star Trek parce que vraiment, alors tu n'as pas un podcast de recommandations, mais je vais quand même faire des recommandations. Franchement, regardez la première saison de Star Trek, la toute première. Voilà, encore une fois, c'est 1966 et il s'y passe énormément de choses, des choses sociales, politiques. Il y a des femmes fortes dans Star Trek qui sont parfois au commandement ou qui sont au centre de l'épisode. Je peux vous dire qu'en 66 aux États-Unis, c'était très fort. Il y a le Captain Kirk qui embrasse Uhura, qui est une femme noire aux États-Unis dans les années 60, pareil. Donc il y a vraiment Star Trek, c'est quelque chose, je pense, cette première saison qu'il faut regarder. Et il y a quelque chose qui est marrant, c'est que je le montrais justement à des collègues pour leur dire, regardez, c'est incroyable. Et puis, voilà, ils regardent. Et j'étais presque déçu de voir qu'ils n'étaient pas à ce point choqués, par exemple, parce qu'on voyait à l'écran. Mais je dis, mais là, regardez, quand même, c'est un iPad qu'il a, Spock. Là, il fait une visio. Là, c'est un ordinateur qu'il a. Et ce que j'ai réalisé, c'est que les gens, voilà, quand on les immerge là-dedans sans les prévenir, réalisent pas qu'en 66, alors non seulement il n'y a pas d'iPad, mais il n'y a pas d'ordinateur. Voilà. Et que pourtant, dans Star Trek, il y a tout ça. Et il n'y a pas d'éléments de communication sans fil ensemble. Même c'est la téléportation dans ces contextes-là. C'est des contacts avec la technologie. OK, bon, il y avait beaucoup de points lumineux parce que c'était la façon des années 60 de représenter comment l'avenir se fait. Donc, des choses qui vieillissent moins bien. Mais demeure qu'il y a beaucoup de choses de celles-ci qui sont maintenant dans notre cas. Puis c'est justement quand tu exposes ça à des gens qui ne l'ont jamais vu,
ne comprennent pas que ça n'existait pas avant. Et la continuité, c'est comme nos enfants qui ont pas connu les VHS, parce que tu nous disais que tu avais Wargames en VHS. Donc, de l'avoir dans ces formats-là, les autres, ils ne connaissent pas ça. Les cassettes audio, ils n'ont pas connu ça. Même les 8 tracks, ils n'ont pas connu ça. Et tout ça a disparu, mais ça l'a avancé, ça fait partie de ces époques-là. Ça, à l'époque de Star Trek, c'était des 8 pistes qu'on écoutait, là. Et il n'y avait pas c'était une grosse télévision cathodique, là, comme les jeunes ne se connaissent même plus maintenant, là, qui est un peu bombé et un peu flou. Oui, bien sûr. Ah, je trouve ça fascinant parce que c'est les. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de respect pour ces inventeurs. Euh, on, on parle, on parle de plus en plus des inventeurs scientifiques ou l'inventeur, l'inventrice d'un objet. Je trouve que on a plus l'habitude à notre époque de les citer, de revenir à la source, de dire voilà, regardez, ça a été inventé par telle personne. Je trouve ça déjà très chouette. Alors, je trouve encore plus chouette qu'on en profite pour remonter à l'invention du concept. Parce que ma théorie, c'est que souvent, on va trouver 30 ans avant l'ingénieur, le technique, le bricoleur ou le scientifique qui a inventé l'objet. Souvent, 30 ans avant, on va trouver l'auteur qui l'a inventé conceptuellement. Voire bien avant, parce que par exemple, tu parlais de la téléportation. Le truc est quand même encore aujourd'hui une lubie et quelque chose qu'on essaye de faire. Mais il y a des gens qui cherchent. Parce que ça a été fait à la télévision, les gens cherchent pour y arriver. Dans les faits, pourquoi on s'intéresse tant à la téléportation? Si on n'avait jamais vu ça à la télévision, je ne crois pas que ça aurait intéressé quelqu'un de faire des recherches sérieuses pour savoir comment téléporter les gens et à quel point, à l'heure actuelle, c'est encore improbable, mais il y a une lueur de potentiel que ça puisse exister, peut-être pas de notre vivant, mais que ça puisse exister. C'est fou. Ouais, c'est fou, mais c'est génial. Voilà. Moi, ça, évidemment, ça me régale. C'est de me dire, la téléportation, depuis Star Trek, en fait, voilà, c'est que Star Trek, ça a fait plein de choses, et ça a dit, par exemple, bon les gars, quand est-ce qu'on se téléporte et là, ça c'était dans les années 60, voilà. Mais en 2026, on n'y arrive toujours pas, mais c'est toujours un challenge. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense pas, mais c'est opinionnel, mais je pense pas qu'on serait à ce point acharné, sérieux, financé sur ces sujets si c'était pas à ce point rentré dans les imaginaires d'une ou deux générations. Voilà. Je pense que c'est très difficile de pitcher une nouvelle idée ou une innovation que personne n'a vue. J'ai vu mon parcours, j'ai eu le plaisir d'être mentor pour pas mal de startups ou de participer bien sûr à des comités, des jurys, des choses comme ça. Donc de voir des pitchs et d'écouter des gens qui ont plein de bonnes idées. Et en fait, j'ai très 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 souvent vu des gens qui avaient des super idées. Et malheureusement, j'ai souvent vu avoir des gens qui avaient des super idées qui n'arrivaient pas à faire passer ou à expliquer parce que voilà, et en peu de temps, c'est pas évident. Et pourtant, l'idée, elle est peut-être géniale, mais non, ça prend pas en fait. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est nouveau et que ça n'a pas été pré-mâché, présenté dans la science-fiction. Quelqu'un qui sortirait une start-up en disant j'ai réalisé tel truc de tel film qui n'existait pas jusqu'à ma start-up, bah, le pitch il dure 2 secondes. Oui, puis ça revient, puis je le fais énormément, c'est de faire d'études des références généralement dans la littérature de science-fiction pour expliquer des concepts aux gens, pour les aider à capter plus vite où je veux aller. Et notamment pour les startups, c'est la même chose parce qu'on on a une très belle base de littérature scientifique, pas scientifique de science-fiction, et scientifique aussi, là, mais dans l'occurrence de ce qu'on passe, c'est plus la science-fiction, qui nous permet justement d'imager facilement, de projeter facilement les idées et d'aider la compréhension, justement, de faire le déclic qui permet à l'autre personne de comprendre. C'est l'univers virtuel à la Matrice. La Matrice ne l'a pas inventé en tant que tel, mais l'a popularisé de façon très importante, puisque c'est un film très important. Il y a des films plus niches
On a parlé de Farscape. Farscape, c'est beaucoup plus niche. Il n'y a pas tant de gens qui l'ont vu, donc ça ne fera pas autant l'imaginaire qu'un Matrice, par exemple, ou un Star Wars, Star Trek, qui ont vraiment percolé dans l'univers réel. Donc, même Goldorak, si on reprend ton chose, ou certains dessins animés japonais qui ont occupé notre enfance, ces images-là, qui étaient toutes en science-fiction, même tant qu'à pas de science-fiction, qui n'est pas de science-fiction, la forêt verte avec les animaux qui se parlent, c'est un univers qui est complètement comme adulte, farfelu, qu'est-ce que c'est ça, mais d'y faire référence pour passer son message. Puis un peu, c'est un peu c'est donnant-donnant, où la science-fiction utilise le véhicule de l'abstrait pour véhiculer. Nous, on doit réutiliser ce corpus d'imaginaire qui nous a été partagé par ces auteurs-là qui sont complètement débridés là, dans les faits. Là. Oui, mais tout à fait. Et c'est vrai que c'est, au final, pour les œuvres qui ont eu beaucoup de succès et qui sont, je dirais, qui sont sorties du lectorat typique de la science-fiction pour aller toucher un plus grand public, c'est vrai que c'est des œuvres qu'on peut utiliser comme référence culturelle pour dire quelque chose. Si on dit de quelqu'un, tiens, lui, il est dans la matrice, la plupart des gens vont comprendre à quoi on fait allusion. Donc voilà, donc c'est vrai que je dirais, c'est étrange on a presque l'impression qu'on est en train d'essayer de prouver l'existence de la science-fiction. Mais non, bien sûr, c'est-à-dire, le piège de science-fiction, c'est qu'il y a fiction dans le mot. Donc, à chaque fois qu'on le prononce, on a l'impression que ça n'existe pas. Mais, sauf qu'en fait, non, la science-fiction existe, bien sûr, en tant que forme artistique. Et comme beaucoup de formes artistiques, elle porte un message très fort, à la fois intellectuel, émotionnel. Et quand on est sensible à ça, on est porté. Moi, ce qui m'a frappé et ce que j'avais eu envie de communiquer cette année sur scène à Norsec, c'est de dire, mais non seulement je me suis fait toucher par ça, j'ai grandi avec ça, ça a forgé ma personnalité, mon imaginaire, ça a probablement sélectionné mes amis. Parce qu'on s'est retrouvé avec les gens avec qui on aimait plutôt les mêmes œuvres, les mêmes dessins animés. Euh, voilà, je dirais que dans mon cas, je veux dire que je me suis retrouvé avec les gens qui étaient aussi farfelus que moi, donc voilà, c'était très bien. Et donc ça m'a forgé. Et aussi, voilà, ça a été la découverte que j'ai fait bien plus tard. Tiens, mais et aussi, ça a nourri mon intention entrepreneuriale. C'est-à-dire que le truc était tellement fort et tellement profond que mon énergie professionnelle, opérationnelle, à voilà, monter des entreprises, voilà, lever des fonds, diriger des équipes, etc., pour fabriquer des choses, cette motivation-là, elle a été aussi, elle trouve sa source dans la science-fiction. Dans mon cas, je ne sais pas que c'est le cas de tout le monde. Dans mon cas, c'est clairement le cas. Ben, probablement dans plus de cas qu'on pense, puis on prend des exemples un peu plus à la limite, je dirais grotesque. On va regarder ce que Zuckerberg a fait avec Meta, avec les lunettes de réalité augmentée qui est sorti. C'est sorti d'un univers de science-fiction, mal exécuté par ailleurs, donc ça donne le résultat qu'on voit maintenant. Donc ça devient, euh, dans cet égard-là, un entêtement non réel, mais il a quand même poussé l'état de l'art par les milliards de dollars qu'il a injectés dans un plan qui n'a pas fonctionné. Mais il demeure que ces petites étapes-là ou ces lubies de gens trop riches de balancer des sommes, mais il l'a fait. Puis tous ces gens-là, ou ce qu'on appelle les tech bros maintenant, aux États-Unis, vont injecter énormément d'argent du contexte de leur imaginaire. C'est juste le fait de courir vers Mars, par exemple, par les richissimes américains, c'est un élément comme ça de volonté, d'orgueil qui est mélangé avec de la science-fiction, qui est mélangé avec l'imaginaire et qui nous revient avec de la science-fiction. On sait que Mars, c'est pas pour demain. Mais comme le fait d'être allé dans l'espace dans les années 60 aux États-Unis, c'était la course avec les Russes. Et partir d'éléments imaginaires, c'était improbable qu'on aille dans l'espace. On l'a fait. C'est improbable qu'on aille sur Mars, mais on va le faire. Donc, c'est d'arriver toujours comme ça. C'est ce que tu as développé comme produit. Avant que ça existe, c'était improbable et c'est devenu quelque chose de probable et tangible et qui apporte de la valeur en l'occurrence. Ouais,
Il y a effectivement, voilà, ça vient mettre une motivation, je trouve, une direction, et ça ouvre une possibilité. C'est le fait de se dire, ouais, c'est ok de réfléchir à un truc qui paraît inatteignable. Si un auteur de science-fiction en a parlé, c'est poli et peut-être je peux l'atteindre. Voilà. Mais je pense que la règle que tu as faite, c'est faut t'attendre 30 ans. C'est 30 ans après l'écriture. Je pense que c'est ça la C'est ça. règle qu'il faut dériver de ce que Ouais. tu as remarqué, c'est 30 ans. Ça prend 30 ans avant d'arriver à quelque chose. Donc, si on prend cet exemple-là, ben, donc dans à peu près 10 ans, ça va faire 30 ans que la matrice a été Ouais. diffusée. Donc, on va arriver avec des branchements neuronaux qui vont nous permettre d'aller dans la machine et d'aller apprendre à conduire des hélicoptères comme Ouais. ça, sans plus que puis Ouais. sur une chaise de barbier un peu C'est ça. désuet, un peu glauque. Là. C'est ça. Alors là, je lance comme une invitation aux gens qui travaillent là-dessus, essayer de trouver une ergonomie mieux que cette chaise, avec le Oh, et de rentrer, avec voilà, de rentrer un pieu dans le cerveau, à l'arrière du c'est pas crâne, une idée voilà. Hein qui me plaît beaucoup, Voilà. je dirais. Là. Si on peut trouver une autre interface, je suis pour. Mais ouais, écoute, tu vois, je réfléchissais tout à fait sérieusement à ce que tu me disais là, en me disant, tiens, qu'est-ce que j'en pense? Et je trouve intéressant de me dire, waouh, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses pour y arriver. Je vois aussi beaucoup d'innovations scientifiques, que ce soit en biologie, en biocellulaire, en informatique, qui commencent quand même à venir toucher ça. Hein, voilà, donc je me dis, oui, tiens, il y a une réelle possibilité. Et en même temps, j'ai une partie de moi qui me dit, ah non, c'est loin, c'est impossible. Mais le fait de me dire, oui, il y a cette loi des 30 ans, bah, j'ai envie de te répondre, ouais. Ouais, je pense que essayons de voir là en 2036, 2037 là, où est-ce qu'on en est de l'immersion type Matrix. Oui, on va y arriver. Puis on va faire un dernier crush sur l'intelligence artificielle, parce Ouais, qu'en 2026, on ne peut pas ne pas en parler. ouais, Et ça fait partie un peu de ce qui anime plus dans l'espace public que les personnes qui y travaillent. Cette dystopie, de ouais, tout ce que la science-fiction nous a amené, et tous ces facettes-là, et un peu je pense, ces raccourcis qu'on les gens prennent dans l'analyse publique de ce que l'intelligence artificielle fait par rapport à ce qu'on voit dans le affaire, parce que là, tu amenais justement à Ghost in the Shell, qui est une approche plus sereine, parce que c'est de l'intelligence artificielle, c'est de la robotique, c'est ouais, tout. bien sûr. Et ce n'est pas des méchants à la Terminator qui viennent vouloir nous détruire, ou parce qu'on a essayé de le fermer, là, il va s'en prendre à l'humanité, ou à la matrice, où on a utilisé les machines pour aller jusqu'au bout de l'usage des machines. Ah, puis d'ailleurs, on va faire une parenthèse, j'adore faire des parenthèses. La Matrice, le film lui-même a donné naissance à des séries animées qui Oui, viennent appuyer par des créateurs différents qui ont été inspirés puis amènent des éléments connexes. On voit tout l'espace créatif qui est très intéressant autour, mais bref, si on va juste sur le fait qu'on arrive au fait que les machines viennent contrôler le monde, parce qu'encore une fois, l'humain a été stupide, a fâché la machine s'est fâché en retour et la machine a gagné. Ce Terminator et la Matrice, c'est un peu dans oui, la même logique. Matrice, au troisième film, on est dans d'autres choses, mais le premier, si on arrête au premier, c'est vraiment dans cette perspective-là. C'est là où j'aime ça que tu ailles un peu plus profondément sur le fait des séries ou des films plus sereins, ou le regard plus serein, Ghost in the Shell par exemple, ou l'autre série ou film que je ne connais absolument pas. Là. ouais. Alors sur le film qui est un dessin animé dont je parlais, s'appelle Arco. Pour le coup, est pas orienté intelligence artificielle, orienté futur et futur souhaitable, mais pas IA. Pour aller par contre sur ce que tu viens de dire, je vais prendre un risque incroyable. Je vais parler de Tron Ares. Euh, donc voilà, je prends. Ne divulgue pas mon adresse, hein, sinon je pourrais. Non, mais je me souviens pas. J'avais les yeux bandés quand tu m'as amené chez vous. J'ai rien vu. Je sais pas, Voilà. je suis où. C'est Donc, il n'y parfait. a pas de danger. C'est parfait. Donc voilà. Donc avant tout, oui, sachez, bien sûr, je suis un fan de Tron de la première heure. D'ailleurs, je l'ai vu quand j'étais petit, puisque j'ai l'âge d'avoir vu Tron. Et j'ai aussi vu Tron Legacy et Tron Ares. Je voudrais parler de
comment justement l'IA a évolué dans ces 3 films. On a une IA dans le premier Tron qui veut prendre le contrôle en fait. C'est-à-dire qu'on a une IA qui a une volonté propre et qui a une intention. Et ça me choque pas à cette époque-là que l'imaginaire soit ça. On est au tout début de l'informatique. On fait des programmes. C'est super classe dans Tron de parler de programmes. Donc c'est waouh. Voilà, aujourd'hui, c'est moins, ça a moins un effet waouh. Mais alors, hein, donc on fait des programmes. On a les jeux d'arcade et on a une IA, donc Master Control, qui veut en fait garder le contrôle de son univers là, et informatique et électronique, au point de voilà, il fait des jeux de Rome. Et quand un utilisateur se retrouve projeté dans cet univers, il faut absolument qu'il l'élimine parce que l'utilisateur ne doit pas reprendre le contrôle. Voilà. Désolé si j'ai spoilé le film, si des gens n'avaient pas vu Tron, mais Non, mais c'est pauvres personnes qui n'ont jamais été mis en contact avec ça. Et d'ailleurs, puis ces spectacles-là, ce film-là, des concepts informatiques qui ont été mis dedans, qui étaient crédibles-ish à l'époque, Oui. et ils en parlent des fonctionnements de l'ordinateur dans sa fonction. Donc, tout ce qu'on voit dans le film, c'est le fonctionnement Oui, quasi exact d'un ordinateur. Et Ouais. il s'est fait dématérialiser du monde réel, il s'est fait basculer dans ça. Puis c'est fou, cette idée-là. Puis on revoit des traces de ça, mais bref, je vais te laisser Ouais, continuer on a t'as raison de le préciser, c'est-à-dire que c'est un des films qui donne un imaginaire de ce que serait l'intérieur d'un ordinateur si on y allait, quoi. Voilà. Et ça marche. Voilà, c'est assez, c'est très bien vu. Donc bon, super. Bon, après, je passe sur toute la hype qui fait que quand on a vu Tron enfant ou ado, forcément on a adoré à cette époque-là, tout était génial, et ça a complètement relancé le frisbee comme sport. Je vous laisse regarder Tron pour comprendre pourquoi. Euh, je, euh, 20 ans après, ou plus ou moins 20 ans après, un Tron Legacy, voilà, alors, d'un point de vue cinéma, il y a un truc qui est intéressant. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire du cinéma que il y a une suite qui sort et il s'est passé le même temps dans l'histoire que entre les deux films. Voilà, donc il y a une forme de temps réel. Voilà, donc c'est assez intéressant. On retrouve Jeff Bridges qui a du coup vieilli de toutes les années là, qui se sont écoulées pour de vrai. Mais voilà, dans Tron Legacy, ce que je trouve intéressant, c'est que comme il est plus tard, on a aussi évolué sur cette menace de l'IA, qui reste une menace, hein, qui il veut venir conquérir le monde et il veut venir dans le monde des humains pour le conquérir. Mais là, c'est parce qu'on lui a donné l'ordre de créer un monde parfait. Donc déjà, là, je trouve que c'est sympa parce qu'on s'est dit, ah oui, attention, l'IA va faire n'importe quoi, oui, mais pas toute seule. C'est parce que on lui a dit. On a été imprudent, et en tant que programmeur, on l'a dit, l'IA, finalement, on communique tellement bien avec elle qu'elle comprend toutes les subtilités du langage, et je lui dis, tiens, crée un monde parfait. Oui, non, je vais faire un monde parfait. Je vais détruire tout ce qui n'est pas moi. Voilà. Donc, une vision très totalitaire du monde parfait. Bon, et ça, c'est un petit peu le pitch de Tron Legacy, avec d'autres choses. Et puis, il y a bien sûr un autre arc dans Tron Legacy, je suis toujours sur l'IA, hein, mais qui est ce peuple qui serait un petit peu auto-généré dans la machine, une forme d'émergence de conscience qui est un peu naïve, etc. Et d'ailleurs, cette conscience qui est naïve, et qui va se faire éradiquer pour la plupart, mais cette conscience qui est naïve, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas de méchanceté, elle n'a pas tellement d'intention. Donc on est dans un imaginaire où on dit, l'IA qui est dangereuse, elle est dangereuse parce que l'homme lui dit de créer un monde parfait. L'IA qui a été autogénérée et qui n'existe pas encore, dont on ne sait pas si c'est possible, pour l'instant, dans le doute, on va dire qu'elle est sympa. Voilà. Je trouve que c'est aussi un imaginaire chouette. Et Tron Ares, donc j'y viens. Donc j'ai adoré Tron Ares, donc c'est quelque chose visiblement qui est dangereux de dire en société, mais c'est vraiment. Ça peut amener des émotions brutales et violentes. Voilà, j'ai adoré ce film. En plus de, bien sûr, au-delà de la musique qui est fabuleuse, mais j'ai adoré ce film. Et en fait, dans Tron Ares, ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est que c'est un film donc moderne. Donc là, je me reprojette dans un futur, hein, je me mets avec l'auteur. Je trouve qu'il pose la question de si jamais effectivement il y avait naissance de conscience et intentionnalité, hein, qu'est-ce qui inspirerait en premier?
Ben, la thèse de Tronares, c'est que c'est la bienveillance. Voilà. C'est moi, ça m'a frappé de me dire, voilà, on est dans un cas, c'est très militarisé, c'est un programme de défense. Ares, il s'appelle Ares, donc voilà. Donc on lui a quand même mis une mission hein, de conquérant, voilà. Et en fait, ben, quand il se libère, ce qui va l'inspirer, c'est pas du tout son créateur, et c'est pas du tout sa puissance, c'est pas du tout sa militarisation, en fait. C'est la bienveillance et c'est même l'empathie. Voilà. Je suis sorti de ce film, j'avais déjà, j'étais sous le charme du film, j'avais adoré et j'y suis allé avec mes filles. Et je me souviens que Louise, ma grande, m'a dit en sortant du film, elle m'a dit tiens, papa, je sais pas si t'as vu, c'est un film dans lequel le moteur n'est pas l'amour, la vengeance, la colère, etc. C'est l'empathie. C'est rarissime. En fait, la relation entre voilà, les protagonistes, elle est finalement assez rare dans le cinéma. C'est bienveillance et empathie. Et ça crée finalement une aspiration vers quelque chose qui marche. Alors, est-ce que l'empathie sera accessible dans l'IA? Je suis pas, on en reparle dans 30 ans, hein, si tu veux. Mais voilà, c'est pour dire sur ces imaginaires liés à l'IA. Alors oui, j'ai vu tous les Skynet, les Terminators, j'ai vu tous les scénarios catastrophes. Euh, J'en ai vu aussi quelques-uns, notamment dans les dessins animés ou autres, où c'est assez positif. Mais sur ceux qui sont très très grand public, bah, je trouve qu'en plus la série des Trois Trônes, elle est intéressante parce qu'elle nous donne en plus une évolution sur 30 ans de comment on pense l'IA. Et du coup, ce troisième opus, ouais, je trouve bien vu. Je suis vraiment courageux hein, quand même. Oui, très. J'ai pas écouté le troisième, fait que je peux pas en parler. Mais j'avais pas vu l'angle, comment tu abordes le deuxième sur ça, sur ce regard-là. Et c'est intéressant de voir qu'ils ont respecté où on était dans le temps, même si c'est de la science-fiction qui nous projette vers l'avenir. Ça représente quand même l'état de l'art où on est rendu. Donc l'appui est fait. Et c'est un appui essentiellement de réflexion, probablement. J'ai l'impression que de la façon que tu relates le troisième, l'espace à la bienveillance, comment on va nous amener, en tout cas, tout ce qu'on voit quand on est plus proche de la recherche en intelligence artificielle, c'est dans cette direction-là qu'on se dirige, c'est là où la recherche se fait partiellement, de voir comment ça, c'est la façon qu'Anthropique, justement, a entraîné son modèle sur cette base-là de pas de mettre des règles rigides, mais de mettre une philosophie qui se rapproche énormément de ça. Fait qu'on voit cette espèce de contamination qu'il y a entre les deux univers. Je trouve ça intéressant, puis je vais avoir l'obligation d'être un pareil, d'aller écouter le film aussi pour être sûr qu'on vienne faire des graffitis sur ma maison et tout et tout. Mais bref, oui, c'est très intéressant comme regard. Là. Et tu vois, je trouve que c'est assez amusant parce que quand tu parles voilà, Anthropique, tu cites que je parle de bienveillance. Ce qui me vient en tête, c'est de me dire oui, bah oui, finalement, on revient aux trois lois fondamentales de la robotique d'Asimov. Hein, et si on les met en œuvre, probablement ça se passe bien. Et la deuxième chose qui m'est venue en tête, c'est ah, mais c'est marrant, en fait, ces lois de la robotique d'Asimov, c'est de la science-fiction. Et c'est voilà, tu vois, je me suis moi-même auto-piégé à penser un truc comme étant un fait acquis. Et, ah oui, en fait, c'est un bouquin à la base. C'est pas de la robotique. Sauf que, bah voilà, aujourd'hui, je pense que c'est encore une fois un super exemple qu'on trouve là en parlant dans la discussion, c'est de se dire, ah bah oui, finalement, si on voulait un exemple de quelque chose qui est complètement présent dans notre manière de penser scientifiquement un sujet qui vient complètement de la science-fiction, bah, les trois lois de la robotique d'Asimov. Ça vient baliser beaucoup. Il y a des faiblesses à ces trois-là, là, puis l'état de l'art est allé plus loin. Ouais. Mais ces trois-là ont quand même posé la réflexion initiale qui nous ont amené de façon scientifique et normée et philosophique de nous amener vers ça. Donc la science-fiction a contribué à nous amener des règles qui sont, j'ose espérer avec le temps, amener un endroit serein avec l'intelligence artificielle. On va clore sur ça.
Parce que sinon, on pourrait parler pendant des heures encore. Donc, le point, c'est qu'on va se reparler, peut-être pas nécessairement de science-fiction, mais de sujets connexes comme ceux-ci, puisque on a basculé sur beaucoup, beaucoup de choses. Je pense qu'on a laissé beaucoup de ficelles ouvertes, beaucoup de portes. Donc, on reprendra de ces conversations, peut-être quand tu vas être au Québec, si c'est pas avant. Ouais, ce sera avec plaisir. Je te dis à bientôt. Je t'inviterai à la maison à Sherbrooke, du coup. Du coup, merci. Merci à toi. We gonna